Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test complet. Aujourd'hui on va parler du Sony Xperia 1, donc l'un des derniers nés de chez Sony, parce que nous le savons tous, Sony c'est tous les 6 mois même si ça ne marche pas, et c'est un peu le cas aujourd'hui, donc du Xperia 1 qui coûte 1000 €, qui a quelques particularités, et donc ce qui fait que c'était en fait un peu la nouvelle gamme de Sony. Il y a eu les Xperia 10 et 10 Plus, qui, je trouvais, étaient beaucoup trop chers pour ce que c'était, ce qui fait que je les ai pas testés. Et le peu de retour que j'avais était clairement pas du tout en faveur de ces smartphones qui étaient beaucoup trop chers pour ce que c'était, et qui, en plus de ça, par rapport à la gamme de prix, n'étaient clairement pas au niveau de ce qu'on attendait d'un appareil à ce prix, ou même moins bien. C'est-à-dire vraiment, ils étaient presque pas honteux, mais presque, on va dire. Donc, ce qui fait que le bilan était déjà mitigé pour cette gamme. Ici, on est sur une gamme particulière, dans l'extension d'Xperia 10, qui est une gamme, on va dire, pour ceux qui sont fans du cinéma. C'est un peu vendu comme ça. Le Z3 était déjà parti dans cette optique-là. Je ne l'avais pas testé, mais je l'avais déjà pris en main. J'étais allé à la soirée, justement, pour celui-là. Et le Xperia 1, lui, en gros, il a droit à, comme particularité, un écran 21/9. On y reviendra, mais c'est pas mon format préféré. Et un écran 4K. En tout cas, pas loin de la 4K, c'est un peu particulier comme format, mais en gros, enfin, au niveau de la définition, c'est un peu particulier, mais en gros, c'est de la 4K, pour faire simple. Donc, ce qui fait que c'est aussi quelque chose de particulier, puisqu'avant, c'était une gamme particulière, ce qu'ils appelaient la gamme premium, et une gamme premium qui était c'était un peu le côté vitrine technologique, donc ça restait une vitrine, mais aujourd'hui, c'est leur flagship. Et c'est là où pour moi ça coince un peu, on va le comprendre après. Je remercie bien évidemment au passage le Café du Geek qui m'a permis de tester ce Sony Xperia, en sachant, et je le rappelle par rapport à la prise en main, que c'est mon premier Sony vraiment en main depuis le Sony Ericsson Xperia Arc, qui était sorti en 2.3, hein, donc ça date vraiment d'il y a longtemps, et qui était vraiment bien à l'époque au niveau du design. C'est un design que je regrette énormément aujourd'hui, parce que je trouvais que justement il y avait quelque chose qui manque aussi un peu aujourd'hui sur les Sony. Allez, on passe maintenant au test. Alors, au niveau du design, on se retrouve donc avec un design un peu particulier puisqu'il est en format 21/9. Il y a aussi une autre chose particulière, surtout quand on vient du Honor 20 Pro, c'est que donc nous avons un lecteur d'empreintes qui est pour le coup donc sur le côté de l'appareil, ce qui est assez étrange, mais c'est possible qu'en 4K il n'y ait pas encore d'écran OLED optique, comme ça s'appelle, pour justement laisser passer pour le côté lecteur d'empreinte optique. Donc il se retrouve sur le côté, mais ce qui est un petit peu étrange, c'est que là où sur les anciens Xperia normalement, mais aussi par exemple sur le Honor, le bouton, le lecteur d'empreinte sert aussi de bouton power. Là ce n'est pas le cas, et ils sont bien mis différemment. Donc c'est vraiment un bouton, ici le bouton power qui est assez bas, le lecteur d'empreinte et la partie volume. On a aussi un bouton, et on en reparlera, pour la partie photo, donc c'est toujours bien pour prendre les photos, c'est la petite chose. Ça c'est une première chose, donc c'est un petit peu dommage. D'ailleurs le lecteur d'empreinte, il faut savoir qu'au départ il était assez récalcitrant. J'ai dû le réenregistrer plusieurs fois jusqu'à trouver la bonne formule pour que ce soit détecté correctement. Donc j'ai mis vraiment beaucoup de temps, dans le sens où je l'ai eu pas si longtemps que ça. Au final, je l'ai eu un petit peu plus d'une semaine, mais pendant tout le week-end, j'ai cherché à réenregistrer jusqu'à ce que ça soit détecté correctement. Ce qui est déjà pas trop normal, surtout qu'aujourd'hui, les lecteurs d'empreintes sont maîtrisés, et quand on voit un lecteur d'empreintes comme ce qu'il y a sur les Honor, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, sur un smartphone aussi haut de gamme, on ait un lecteur d'empreintes qui soit aussi capricieux et dont on galère à trouver la bonne formule pour que ce soit détecté. J'ai surtout eu des problèmes avec mon pouce, et même pour l'enregistrement, c'était un peu laborieux. Une autre chose me frappe, et c'est ce qui frappe un petit peu le Pixel 4, mais pour d'autres raisons. On va le faire sur le côté blanc. Ce n'est pas bien symétrique en haut et en bas. C'est-à-dire qu'on a, alors déjà on a des bords légèrement épais, mais ça passe encore. On a un bord qui est assez épais en haut parce que au moins il n'y a pas d'encoche, donc ça m'arrange. Mais par contre, ce n'est pas symétrique en haut et en bas. Ce qui est un peu dommage.
Je pense que c'est pour la caméra bien évidemment, mais il y a aussi le haut-parleur qui est, comme c'est un double haut-parleur. Le truc c'est que sur l'Xperia Z3 c'était aussi le cas, il y avait une bordure, mais pour moi ils auraient dû garder les deux bordures et garder le vrai double haut-parleur comme le Sony Xperia XZ3, alors qu'ici il a été déplacé sur le côté. D'ailleurs design un peu étrange puisque le haut-parleur, s'il veut bien faire le focus, le haut-parleur ressort justement, et c'est assez étrange, on va dire qu'il est, comment dire, comme s'il était à part, c'est-à-dire qu'il y a un trou pour le haut-parleur, et le haut-parleur et la grille est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout, j'arrive à faire le focus, il n'est pas du tout à la même hauteur, il est vraiment en dessous, comme s'il était en dessous de la coque, ce qui est un peu étrange. On est sur un dos qui est aussi en verre, on a toujours cette sobriété chez Sony, on reprend le côté Xperia Z3 au passage, avec des bords incurvés, ce qui fait que l'avantage du 21/9e, c'est surtout justement d'avoir une bonne prise en main. Le problème avec ça, et c'est déjà ce que je déplorais sur le Motorola, c'est que moi je l'utilise à une main, et voilà, et pourtant je suis quelqu'un qui peut aller chercher loin, mais là vraiment, quand je fais ça, ce n'est pas quelque chose de normal. Là je suis en train de vraiment d'aller chercher, en temps normal, ça va être là. Et c'est ce qui correspond plus à du 16, 17, 18, 19 neuvième. Sur du 21 neuvième, c'est trop grand et ce qui fait que ce n'est pas agréable de ce point de vue-là. Donc on perd cette ergonomie, surtout pour atteindre la partie notification qui est importante, en tout cas sur Android. Donc déjà, je trouve que ce format n'est pas adapté pour une ergonomie au quotidien agréable. On nous le sort comme côté cinémascope, mais je trouve que ce n'est pas vraiment adapté au mobile. Ça n'a pas d'intérêt, on y reviendra un peu plus après par rapport à la partie écran là-dessus, parce qu'avec le 4K, tout ça, bref. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec une ergonomie qui reste bonne en main, mais qui va poser problème, surtout si on l'utilise à une main pour aller chercher les infos ici. L'autre chose forcément, ça va être les informations, mais on en reparlera sur la surcouche. Après, globalement, il est plutôt bien fini, on a quelque chose qui est toujours agréable. On notera aussi la petite mention NFC ici qui précise bien où est le NFC. Ça a toujours été une chose qui a été présente chez Sony et qui est toujours présente, et ce qui permet au moins de le repérer facilement et de voir si le problème vient d'ailleurs ou non quand ça ne le détecte pas. Donc ça, c'est aussi une chose comme une autre. Mais un design qui est plutôt propre. Et dernière chose, et ça a un impact d'ailleurs sur la partie logicielle, en tout cas quand je l'ai fait, la partie SIM, la petite chose sympathique, c'est qu'ils ont gardé ce côté tiroir où il n'y a pas besoin de pointeur, dans le sens où on a juste à retirer et hop, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'a pas de point à mettre, on voit qu'il y a juste un petit creux pour pouvoir aller chercher et pouvoir retirer le tiroir. Donc c'est très simple pour l'enlever et l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de pin. Alors on y reviendra aussi, mais il y a la partie multitâche, on parlera dans la surcouche, où en fait ça utilise les côtés de l'appareil, mais je vous avoue que je vais revoir dans la partie surcouche, je n'ai pas compris. Bref, justement, j'ai fait un peu le tour en tout cas de cette partie design, c'est propre, mais le 21/9 n'est pour moi pas adapté au mobile, et il y a quelques petites erreurs qu'on ne devrait pas avoir à 1000 €. Ah, dernière petite chose, les caméras ne ressortent pas trop. C'est tout bête à dire, mais première chose, c'est centré et ne ressortent pas trop. Ce qui fait que si on veut parler à quelqu'un, en fait, on va pas avoir trop de changements. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour la partie surcouche, on se retrouve avec Android 9 et Xperia UI, qui est donc la petite et très légère expérience Sony, qui en soi, alors, ressemble beaucoup à Android pur, mais avec quelques petits ajouts. Bien évidemment, on a l'application musique qui va être présente. On a l'application PS App qui va permettre, alors, que je regarde parce que je vous avoue que Sony, je n'utilise pas, mais App ici, rien. Après, globalement, oui, mais j'utilise pas, donc ce qui fait que ça va pas être utile. Mais en gros, c'est pour rester lié avec sa PlayStation, tout simplement. Vous avez ensuite, donc ici, l'optimisateur de jeu qui va être présent notamment pour optimiser les performances selon les jeux. Ça le fait automatiquement en soi. On peut enregistrer aussi, si je lance par exemple, ici, on va la voir qui débarque. Ça me fait d'ailleurs penser au logo PPSSPP. Une chose simple mais intéressante. On peut enregistrer, prendre des captures d'écran et on peut avoir une petite gestion rapide des performances, donc libérer de la RAM, masquer les notifications et avoir la meilleure expérience possible globalement. Donc même ne pas être dérangé pour les notifications, par exemple. Hop, alors, ensuite, nous avons l'application Cinema Pro. Je vous avoue que je ne l'ai pas beaucoup utilisé non plus, mais ce qui fait en fait, ça permet d'avoir un peu plus de meilleure gestion par rapport à la vidéo. En tout cas, c'est ce qui nous est donné avec le côté pro, avec une meilleure stabilisation, etc. On y reviendra dans la partie vidéo rapidement.
On a l'effet réalité augmentée, quelque chose qui pour le coup ne m'intéresse pas. Après bon, c'est plein de petites choses qui vont être là pour améliorer. On a le côté expérience. L'effet réalité augmentée, ça permet bien évidemment, comme ce que propose Google, d'avoir des choses qui vont apparaître ou de voir le côté 3D d'un objet qu'on peut scanner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier? Après ça, non, c'est que des trucs à moi. En soi aussi, la chose qui est intéressante chez Sony, c'est qu'on a une surcouche très légère. Là, on vient de voir les applications en plus. Après, bien évidemment, on a tout ce qui est Google. Et l'application photo, donc on y reviendra, qui est elle aussi très simple d'utilisation, ce qui est agréable. Et je préfère ce mode d'utilisation d'ailleurs au passage pour l'application, même si c'est pas forcément parfait. Mais on y reviendra aussi à ce moment-là. Globalement, la surcouche, comme je l'ai dit, c'est, comme on peut le voir, une expérience Android pure avec quelques petites applications ou choses supplémentaires. On va voir notamment la gestion de la batterie avec leur fameux mode Stamina. Alors, on va baisser la luminosité de l'écran pour que ça l'affiche correctement. Donc, on va mettre un peu plus. Donc, la Stamina qui va permettre de gérer mode Stamina. Donc, ça va permettre de mieux gérer les ressources en veille, etc. On va avoir un système d'entretien de la batterie. On y reviendra sur l'autonomie. Ça a été assez intéressant à voir. Et on en reparlera. Mais ce qui fait que j'ai été étonné. Mais comme je l'ai eu qu'une semaine, c'est vrai que je n'ai pas pu trop approfondir le sujet. Et donc après, bon, la chose classique. Mais on a quelques petites choses spécifiques à Sony. Nous avons aussi la gestion ici. Quelques petites options supplémentaires. La détection latérale qui va permettre... Mais je n'ai pas trop bien compris. Alors forcément, voilà. Ah oui, c'est deux tapes. Donc si on fait ça, et voilà. Je ne sais pas comment ça marche. Voilà, donc là... Donc là, on peut faire ça pour avoir le bouton retour, ok. Ça, je l'avais pas vu, mais en fait, ça, le truc, c'est qu'on a des petites choses sympathiques. La détection latérale, c'est sympathique. Bon, j'aurais pas mis dans l'affichage, personnellement, d'ailleurs, parce que je le trouve très mal fait. Mais si je fais ça... Voilà, il me dit de faire ça. Ça ne marche pas. Et des fois, il s'active. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ah oui, peut-être... toucher plus près du bord de l'appareil. Voilà. Bon, voilà, vous avez compris, on peut taper, mais ça ne marche pas très bien. En tout cas, moi, j'ai pas mal réussi, et parfois, ça se déclenchait un peu au hasard. On a la sensibilité du capteur, ok, configuration de l'emplacement tactile. Donc, des deux côtés, etc. Bon, on a différentes choses. Mais bon, de toute façon, par défaut, ça galère un peu, ce qui n'est pas forcément agréable de toute façon. Plus pas très utile, parce que on a, c'est mis en avant pour l'écran partagé, qui est la grande, d'ailleurs, le gros truc mis en avant, c'est d'avoir, d'accord, pas cette application là. Si on fait ça, hop, et si on fait quelle application, non, ça va pas marcher non plus forcément. Je prends pas les bonnes applications. On va prendre Twitter avec Google Photos. Et l'avantage, c'est d'avoir hop, ici. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. C'est pas ça non plus, tant pis. Mais en gros, c'est d'avoir un truc un peu plus complet en termes logiciels, ce qui s'affiche. Bon, en vrai, ça n'a rien de spécial non plus, hein, on l'affiche déjà, mais c'est juste comme on a quelque chose de plus grand, le clavier va pas tout cacher, c'est surtout ça. Aussi, j'ai eu quelques petits bugs, après ça s'est estompé, mais c'est l'un des rares téléphones qui a planté sur YouTube, ou l'un des rares téléphones qui a dû redémarrer ces derniers temps. Je l'ai eu qu'une seule fois, mais YouTube, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai eu quelques petits bugs divers et variés, pas autant par exemple que le Nokia 9 PureView, mais ça s'en approchait. Ce qui fait que c'est toujours pas parfait du côté de Sony, surtout que c'est très faible en termes de modifications. On a quelques petites choses supplémentaires, mais c'est clairement pas des choses importantes. C'est plus côté univers Sony comme on l'a vu, et univers la réalité augmentée. Donc rien de spécial en soi. Sinon après en soi dans l'ensemble c'est fluide. J'ai pas eu de soucis particuliers et on a l'avantage quand même d'avoir ce côté très marqué Google Experience, on va dire, parce que la partie Xperia reste très légère.
On va parler maintenant de l'écran, un écran qui est intéressant, mais pas pour moi. En soi, on a un écran qui est HDR avec le côté X-Reality, très lumineux, etc., toutes les technologies Sony. Donc 4K HDR, OLED et 21/9. Alors, l'idée de Sony par rapport au 21/9, c'est de vendre le côté cinémascope, c'est-à-dire quand vous allez sur Netflix, c'est trop bien, s'il y a un film en 21/9, vous l'avez en 21/9. Et par exemple, ici, qu'est-ce que j'aurai en 21/9? On va mettre Transformers, allez, génial. Et donc, ce qui fait que, si je mets un peu plus de luminosité, voilà. En gros, c'est bien, on l'a au complet. Le côté immersion, tout ça, c'est génial. En réalité, je ne trouve pas du tout l'intérêt parce que, pour moi, Netflix et tous les films, etc., c'est pas vraiment sur smartphone qu'on va consommer, mais on va beaucoup plus consommer du YouTube. Et le problème, c'est que sur YouTube, on va perdre beaucoup au final. On va se retrouver avec un petit écran parce que toute la partie ici va être vraiment, pour le coup, beaucoup grappillée. Et le souci, c'est que si on zoome, on va perdre beaucoup d'informations en haut et en bas. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une partie de la tête ici qui n'est plus affichée par rapport à là. Donc, ce qui fait que c'est un peu dommage là-dessus. Et pour moi, le 18/9 reste un bon compromis entre le 16/9 qui est encore majoritaire, le 18/9 qui va devenir de plus en plus présent, mais le 21/9 pour moi n'est pas vraiment un plus aujourd'hui. L'écran lui-même, par contre, est vraiment bien. On a un écran qui est lumineux. Comme vous pouvez voir, au maximum, il va être vraiment lumineux. Au minimum, il va rester vraiment en retrait. On a un système d'éclairage nocturne qui va permettre d'avoir un écran plus jaune, donc pour le soir. Donc ça, c'est une bonne chose. Et qui, selon l'intensité, va plus partir sur le rouge, ce que j'apprécie aussi, comme pour ceux qui me connaissent. Il y a aussi le système de nuances de gris, donc tout en noir et blanc, ce qui peut être agréable aussi pour certains, et surtout c'est très très bien le soir, ça va beaucoup plus reposer vos yeux là-dessus. Après, normalement, on a divers modes d'écran. Alors, si on y revient, hop, ici, donc quand on va aller ici, donc, thème, accédant, pour moi, allez, voilà, on peut régler la qualité d'image, mode standard, mode créateur. Donc, offre une reproduction fidèle de la vision souhaitée par le créateur au moyen de l'écran 4K et d'un traitement d'image spécialement développé, compatible avec la gamme de couleurs BT 2020 et la profondeur de couleurs 10 bits de la recommandation. Et donc, sinon, en mode standard, des couleurs intenses développant la gamme des couleurs originales pour les effets de couleurs plus lumineux et plus éclatants. En soi, après, l'écran est vraiment joli en soi. Après, voilà, je vois pas l'intérêt de la 4K, je vois pas l'intérêt réellement du 21/9. On peut mettre une vidéo 4K, juste histoire de, mais ce qui fait que personnellement, en fait, je n'en vois pas l'intérêt. C'est pas quelque chose qui, pour moi, va vraiment avoir quelque chose d'important. On est en HDR, hop, 1440p, sachant qu'on est sur du 3000, on est sur du 3840 x 1648, ce que j'avais mis au début. Alors certes, après c'est joli, bon, alors là vous ne voyez rien forcément. Mais voilà ce que ça donne. Alors oui, c'est joli, c'est détaillé, mais si je le mets hop ici, on va faire le test tout de suite parce que je ne l'ai pas fait, j'ai pas pris le temps non plus. Mais en 1080p, là, c'est très très beau aussi, en fait. En fait, le truc, c'est que la densité de pixels est déjà en 1080p ou 1440, si on reste sur la 2K, largement suffisante. La 4K, elle, n'apporte pas un réel plus. Par exemple, là, c'est comme ça en 4K. De plus, en plus de ça, de la 4K sur smartphone, ça s'active pas tout le temps. Hop, ici. On peut le mettre ici. Et si on revient en arrière, hop. Et là, c'est aussi net. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est bon, vous voyez rien forcément, c'est complètement cramé. Hop. Mais c'est aussi net pour moi. Il n'y a pas de différence visible. Ça reste extrêmement propre. En 4K, HDR, 60 fps. C'est extrêmement précis. Et ça, même si on vous vend de la 4K, elle n'est pas réellement utile dans la réalité. Encore une fois, je me répète, mais je tiens à le préciser. Parlons maintenant audio avec donc ce petit Sony Xperia 1. Et donc, alors forcément, vous n'avez pas de jack. Il a disparu déjà depuis quelques temps chez eux. Mais il est toujours possible de mettre un adaptateur qui est fourni dans la boîte. Donc c'est un simple adaptateur qui va aller chercher le DAC dans la partie téléphone et qui en fait
le DAC interne, enfin le DAC par défaut de chez Qualcomm sur le 855. Alors il est tout à fait honnête et Sony a plutôt bien su le gérer. Vous avez aussi, et on en parlera un petit peu après, vous avez aussi dans la partie up haut-parleurs, des haut-parleurs qui sont pas mal du tout. Alors on va peut-être pas mettre de métal, oh, quoique, allez, mettons du métal. Au dernier album de Korn. Alors je trouve le haut-parleur pas extraordinaire, notamment je trouve qu'il manque un peu de basse, donc c'est plutôt bien, on a par contre quelque chose d'équilibré, globalement assez équilibré, mais qui manque un peu de basse et un peu de puissance, surtout qu'à pleine puissance, ça aura tendance à mettre beaucoup plus l'accent sur les aigus. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, mais que j'apprécie un peu plus, et c'est global, que ce soit jack ou haut-parleur, c'est la vibration. En gros, ils ont mis un petit système de vibration, on va relancer la musique, on va mettre autre chose. Alors vous l'entendez peut-être. Je sais pas si ça va s'entendre. Là vous devez l'entendre, ça vibre. Et en fait c'est un système donc, de vibration dynamique que l'on peut régler plus ou moins fortement. Et qui fait que dès que ça va détecter en fait un peu de musique, ce genre de choses, ça va vibrer au son en fait surtout des basses. Ce qui est logique, hein, donc pour avoir le côté vibrant. Ce qui fait que c'est une petite chose tout bête. Alors ça doit aussi pas mal consommer pour le coup, mais c'est une chose assez bête parce que, enfin toute bête, mais qui est intéressante parce que, en fait, sur les quelques fois où je l'ai utilisé, ce qui était sympathique, c'est que, comme il dit, ça renforce le côté multimédia et je suis assez d'accord là-dessus puisque, bah, quand on l'a dans les mains, en fait, on va avoir un côté un peu plus immersif, un petit peu plus vibrant sur les musiques, ce qui est agréable. Ça reste un petit gadget en soi, mais c'est un petit gadget que je trouve sympathique. Pour le côté jack, donc comme je l'ai dit, on peut mettre un adaptateur, il est fourni, et ça c'est toujours bien, merci Sony, et c'est plutôt bien maîtrisé au niveau de la qualité sonore. Alors après, vous avez, et moi je préfère pour le coup, quand Dolby Atmos est activé pour la qualité sonore, on sent que ça a été optimisé pour fonctionner avec, au niveau de du rendu, ce qui fait qu'il ne faudra pas hésiter à l'activer, et ce qui fait que vous avez un son qui est tout à fait correct, qui est assez profond, assez détaillé, qui est plutôt équilibré, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, mais simplement que quand on le désactive Dolby Atmos, je trouve que ça devient un peu plat justement. Donc après, juste à l'activer par défaut et vous apprécierez tout à fait le son. Ce qui fait que j'ai pas grand chose, au moins l'adaptateur est présent, c'est un petit adaptateur tout simple et c'est dedans le téléphone, donc s'il y a besoin de le changer, c'est pas très cher et au moins ça fonctionne bien, donc là-dessus au moins j'ai pas eu trop de problèmes. Donc voilà, pour une fois je vais pas faire mon discours de chieur. Bien, parlons de la photo, et cette fois-ci, on va parler de la photo, une photo qui est assez particulière chez Sony, puisque, pour ceux qui connaissent bien Sony, on sait que Sony, c'est compliqué avec la photo. Pour rappel, on est sur un smartphone à 1000 €, et on a une photo qui n'est pas, pour le coup, le principal, c'est un IMX 485, si je dis pas de bêtises, on va aller revérifier, et en fait, on a, alors, ce qui est assez marrant, voilà, on a un IMX 445 pour le principal, donc ils ont pris leur propre capteur, un 12 mégapixels en ouverture 1.6, donc ça après, bon, c'est pas très grave en soi, c'est logique, surtout que le IMX 586 est surtout utilisé en 12 mégapixels, donc ici, rien de nouveau. Par contre, ce qui est plus étonnant, on est quand même chez Sony qui a l'un des plus grands marchés en termes de caméra. Alors déjà, ils gèrent bien plus côté réflexe, mais côté mobile, c'est eux qui ont la plupart du marché, notamment dans le haut de gamme, c'est le Qualcomm des capteurs, puisque tout le monde en est équipé. Ce qui est plutôt logique, hein, ils font des bons capteurs, c'est eux les plus premium, donc voilà. Vous avez d'autres acteurs, vous avez notamment Samsung, vous avez Omnivision, et après il y en a quelques autres, mais notamment, voilà, on a surtout ces trois acteurs-là. Donc Sony a des capteurs pour tout, mais, et d'ailleurs il est utilisé pour tout chez la concurrence, mais chez Sony, à 1000 balles, ils décident d'utiliser donc leur capteur principal Sony, et les autres capteurs, donc pour le x2 et le très grand angle, des Samsung. Alors Samsung se défend très bien, il se défend très bien dans le haut de gamme, on le sait, mais là on est chez Sony.
Sony qui ne se fournit pas chez Sony alors qu'ils ont le matériel pour, je comprends pas trop. Donc, ce qui fait que c'est un peu particulier. Mais on va y revenir là-dessus, puisque on a quelque chose de très intéressant sur les photos. Tout d'abord, on a donc une application photo qui est assez simple d'utilisation, le mode photo, le mode vidéo, et on a d'autres modes qui sont affichés, donc édition de selfie, Google Lens, les ralentis, donc les ralentis d'ailleurs que je n'ai même pas testé, qui sont qui sont justement normalement excellents, taille 1, HD, capture 1 et 3, 2 fois plus lentement, mode super ralenti, vous pouvez enregistrer la... Voilà, donc on peut faire du 960 fps, donc si je le fais... Alors, la petite chose... Donc, on peut le faire apparemment plusieurs fois, chose que je n'avais pas suivie. Hop, ralenti, enregistré. Et hop, on va regarder ça avec des trucs un peu chiants pour le coup. Et donc on a un vrai 960 fps, hein. C'est pas quelque chose qui est pour le coup logiciel, on a un réel 960 fps. Et donc ça permet d'avoir un vrai ralenti. Alors forcément il faut que ce soit bien illuminé, parce que du 960 fps, forcément là, ça va être extrêmement rapide sur la capture, et ça va donner donc des images qui doivent être bien éclairées pour avoir justement ça. Et on a même l'éclairage, on voit l'illumination que ça fait. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là, ça peut être utile, mais pour le coup, alors j'aurais juste vérifié une chose, parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion spécifiquement de l'utiliser. Mais, hop, ralenti. Super ralenti, une prise. En touchant le bouton. Alors le truc c'est que le souci que je trouve, c'est que justement en fait il n'y a pas à la Samsung, et c'est ça qui est bien chez Samsung, le carré de détection. Donc il faut qu'on appuie au bon moment pour avoir la bonne prise. Ce que je trouve un peu dommage, parce que bah pour le coup on devrait, enfin c'est eux qui gèrent bien là-dessus, mais non, c'est un peu étrange. Je vais essayer de faire vite. Après, on a d'autres modes. L'effet de réalité augmentée, j'en ai parlé un peu. On a un mode manuel, effet créatif, image panoramique. Bref, rien de spécial. En haut, on a le mode ici pour le x2. Et donc, on a le x1, le x2 et le wide. Donc, en gros, pour avoir le très grand angle, il faut faire d'abord le x2 et ensuite, vous arriverez au grand angle. Ce qui est dommage, on n'a pas le choix directement, comme ce que font beaucoup d'acteurs. Bref, on finit pour cette partie-là. Rapidement, la partie vidéo, on est bien évidemment, on peut faire de l'HDR en 4K 30, on aura aussi de la 4K 60 fps sans HDR, donc selon vos besoins. Ah non, on a que de la 4K, pardon, et la HDR est, limitée au Full HD et HD. Full HD en 60 fps quand même, mais on n'a pas de HDR en 4K, là où, encore une fois, la concurrence, eux, le font. Et ce qui fait que vous avez aussi la particularité d'avoir, et il faut que je fasse une petite vidéo avec, Caméra Pro qui va permettre d'avoir en gros une meilleure gestion des vidéos, une meilleure gestion des petites choses, donc capturer en 24 ou 30 fps, la gestion des ISO automatiques ou manuels, etc. Bref, on a tout un petit truc comme ça. C'est sympathique, après il faut y voir l'utilisation, je n'ai pas trouvé que ça avait quelque chose de particulier, du peu que j'en ai testé. Parlons maintenant en facecam et parlons des photos notamment, et la vidéo, vous ferez votre propre avis par rapport à l'extrait que je ferai. Alors pour la partie photo, il y a des choses à dire. Donc déjà on l'a vu, les capteurs, il n'y en a qu'un seul qui est de chez Sony, ce qui est assez étrange, et après l'application elle-même est plutôt bien foutue. Pour les photos elles-mêmes, pour un Sony, j'ai été agréablement surpris. La dernière fois que j'ai pu voir les photos d'un Sony, c'était celle du Sony Xperia XZ2 Compact, donc c'est pas si vieux que ça, ça date donc il y a à peu près un an, et les photos étaient clairement pas bonnes. Hein, on va être très très clair là-dessus, j'avais vu les photos, j'étais assez étonné qu'un smartphone de ce type ait une photo aussi médiocre. Tout en sachant que c'était quand même du Sony, mais il n'y avait pas d'effort, quoi. Donc on était toujours sur vraiment des qualités photos qui étaient vraiment pas à la hauteur. Ici, le problème, c'est que on a une qualité photo qui est tout à fait correcte, mais qui, en comparaison du prix, n'est toujours pas, et la concurrence, n'est toujours pas à la hauteur. On a quand même quelque chose qui est beaucoup plus décent en photo, hein, va falloir quand même le dire, mais je suis un peu critique là-dessus, parce qu'on est un téléphone qui n'a pas du tout dégringolé en termes de prix depuis qu'il est sorti, et quand j'ai pas allé dans la prise en main, j'ai pas du tout pris en compte le prix. J'ai pris en compte comme ça le téléphone, et j'ai comparé au au Honor View 20.
Sur les dernières photos que j'ai faites, notamment en intérieur, le problème qui se pose, alors déjà, en intérieur, ou surtout quand il y a une forte dynamique sur la photo, donc une très grande différence entre la lumière la plus forte et la plus faible dans la pièce, clairement déjà il suit pas. Il suit absolument pas, et là où la plupart des concurrents aujourd'hui savent gérer sa dynamique et avoir une photo qui est nette, propre et claire, avec une très bonne gestion de la lumière, le Sony, lui, est beaucoup plus limité, ce qui fait qu'on va avoir la lumière forte qui va aller cramer la photo, ce qui est le cas pour mon chat noir, justement, où on voit ce problème-là. L'autre chose, et ça c'est en intérieur, sur les dernières photos que j'ai faites, qui étaient en intérieur, le problème c'est que c'est sous-exposé. Les photos sont plutôt propres, mais manquent réellement, comme pourtant la lumière était bonne, mais elle est clairement, sur la photo, on est sur une exposition qui est clairement bien inférieure par rapport à la réalité. Pareil, j'ai pris mon Honor View 20, qui lui est en IMX 586 et ouverture 1.8 et pas stabilisé. Donc c'est là où on est sur du 12, mais alors par contre je connais pas les photosites, mais du 12 mégapixels en ouverture 1.6 et stabilisé. Donc c'est l'avantage normalement du Sony. Mais le problème c'est que c'était totalement sous-exposé, ce qui fait qu'on voyait quasiment pas les couleurs. Et le Honor View 20 arrive à avoir une photo qui est aussi détaillé, avec des couleurs qui sont plus vives, forcément, parce que l'exposition est aussi meilleure. On a une meilleure gestion de la dynamique, largement meilleure d'ailleurs, ce que n'arrive pas à faire le Sony. Aussi, donc on a la gestion automatique de la reconnaissance, et quand on va être sur de la faible luminosité, il va aller partir sur un mode nuit, donc aller capturer plusieurs photos pendant un certain temps donné. Ce qui fait que les photos, globalement, quand on les prend, donc on a, comme je l'ai dit, un manque de dynamisme, un manque d'exposition en intérieur, mais après globalement il se défend plutôt bien. On a quelque chose qui est assez détaillé, des couleurs qui sont plutôt jolies, on peut faire des bons modes portrait avec justement un bon détourage, on a quelque chose qui globalement peut faire des bonnes photos. Mais encore une fois, et je tiens à le renuancer une nouvelle fois, face à la concurrence, face aux Samsung, face aux iPhones quand même aussi, même si je les aime pas, et même s'ils sont ultra buggés sous iOS 13 pour beaucoup, j'ai bouffé le mot d'ailleurs, si on compare vraiment, le Honor 20 Pro qui m'a vraiment impressionné en photo, là c'est correct pour du haut de gamme. Mais clairement, n'importe quel téléphone à 500 balles aujourd'hui fait aussi bien voire mieux. Ça pique. Par exemple, si je prends par exemple, pourquoi j'ai Wiko dans la tête? Non, le Xiaomi, le Redmi K20, donc le Xiaomi, vous m'avez compris, Mi 9T Pro, fait aussi bien aussi. Je me suis aussi autant bien éclaté avec le Mi 9T Pro que lui, sauf que lui il coûte 1000 €. Encore une fois, on est sur du Sony, et Sony ne maîtrise toujours pas le sujet face à la concurrence, alors que ceux qui créent les capteurs sont bien aussi de chez Sony. Le partenariat devrait être plus fort et les ingénieurs devraient travailler beaucoup plus facilement pour faire de meilleures photos que la concurrence. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas normal. Ce qui fait que c'est toujours le cas, on est quand même sur quelque chose de propre. Pour la partie vidéo, alors, j'ai fait quelques vidéos rapidement là. Ce qu'on peut en retenir, c'est que les vidéos sont plutôt propres, on a une bonne stabilisation au passage, on a quelque chose qui semble plutôt bien détaillé. Quand par contre on va vouloir faire du x2, alors quand on va commencer à filmer, on ne pourra pas switcher entre le capteur x1, le capteur x2 et le grand angle. Il faudra choisir, soit vous avez le capteur principal qui va servir aussi de zoom, donc il n'y a pas de changement de capteur pour faire du x2, donc ça c'est une première chose. Et aussi, si on veut faire du très grand angle, il faudra forcément mettre pause et se mettre en très grand angle pour pouvoir filmer en 4K. Mais on ne peut pas switcher entre les capteurs. Encore une fois, toute la concurrence le fait, même OnePlus y met. Ce n'est pas le cas de Sony qui devrait déjà être aligné là-dessus puisque c'est un domaine de prédilection pour eux. En termes de photos, ils devraient s'aligner, mais ce n'est toujours pas le cas non plus. Et ils ont encore un train de retard, même avec cette fonction. Ça a l'air bête, mais pour moi c'était logique qu'on puisse, surtout quand la concurrence le fait, on puisse le faire. Je reviens rapidement sur la photo, et parce que j'y pense pour le très grand angle. Donc globalement, comme j'ai dit, ça va être pareil. Alors, on a une bonne cohérence des couleurs entre les trois capteurs au passage, donc ça c'est une excellente chose. Et on a un zoom qui est tout à fait correct, qui se défend bien. Il n'y a pas de chose particulière à dire, à part que c'est un x2, qui est quand même en ouverture 2.4. Encore une fois, la concurrence fait mieux aujourd'hui avec du 2.2, voire 2.0. Et vous avez le très grand angle qui est aussi en ouverture 2.4, et qui, alors, à la différence de ses concurrents, là où les concurrents veulent avoir les photos les plus droites possibles, avec le moins de distorsion possible,
la chose que j'aime bien, c'est que justement Sony lui garde ce côté fisheye. Donc on a vraiment un côté fisheye, un côté vraiment boule de la photo, ce qui fait que ça donne un certain effet, et pour le coup ça donne un effet qui se démarque de la concurrence, puisque l'effet fisheye pour moi il peut être assumé, c'est le cas de ce Xperia 1, pardon. Et donc ce qui fait que c'est une bonne chose pour moi, et ça fait des photos assez sympathiques, surtout que c'est bien maîtrisé au centre du sujet, ça reste assez net et quelque chose qui reste pas étiré, et sur les côtés on a ce côté effet boule, ce qui fait qu'on n'a pas de côté étiré, mais vraiment le côté, justement les lignes qui font comme ça. Donc c'est un choix après, ça peut vous plaire ou non, ça dépend ce que vous préférez, mais je trouve qu'au moins l'effet est plus sympa comme ça pour moi personnellement. Voilà un petit peu pour la photo. Sony a encore des choses à faire. À 1000 €, c'est pas forcément acceptable face à la concurrence, mais au moins ça s'est quand même beaucoup amélioré par rapport à ce que j'ai vu, et on est sur quelque chose de beaucoup plus agréable visuellement, beaucoup mieux détaillé et beaucoup mieux maîtrisé quand même. On a eu un gros gap en termes de qualité photo sur ce Sony. En ce qui concerne l'autonomie du smartphone, on est donc sur une batterie de 3330 mAh, du Snapdragon 855 et un écran 21/9 4K. Est-ce que ça fait des miracles? Je vous laisse deviner, ce n'est pas le cas. On est sur une autonomie qui est moyenne, on va dire, dans la moyenne basse, dans la moyenne d'un pixel. Donc bon, c'est les objectifs d'un pixel, donc c'est pas si mal. La vraie autonomie que j'ai eue moi, en 4G, avec un peu de jeu, de la musique, etc., on est sur du un peu moins de 5 heures. C'est pas extraordinaire. Et sachant que sur une journée un peu intensive, donc c'est-à-dire avec à 16 heures, c'était à 15%. En gros, on est sur, voilà, il me restait 10%, j'étais à 4h15. C'est pas fou du tout, on est vraiment face à des smartphones vraiment pas terribles là-dessus, enfin vraiment pas terribles, oui, vraiment dans la basse moyenne, ce qui fait que c'est assez moyen de ce point de vue-là, et ça a toujours été, chez Sony, une particularité qui malheureusement ne ressort pas, et surtout, quand on met un écran 4K, je vois pas pourquoi on se limite à 3330 mAh, il manque encore le 3 pour mettre 3333, ce qui fait que, bon, l'autonomie, il faudra pas vraiment compter dessus, et c'est logique quand on a un écran 4K. Je pense que les performances ont été un petit peu abaissées pour justement avoir une autonomie qui tient la route, mais clairement, c'est pas à la hauteur de la concurrence, et surtout qu'on a des concurrents qui aujourd'hui avoisinent beaucoup plus dans un format assez grand en plus de ça, entre les 6h30 minimum à 10h, écran allumé. C'est dommage de ne pas s'aligner, quitte à avoir un smartphone un peu plus gros, qui permet aussi d'avoir une meilleure prise en main au passage, mais là c'est un peu dommage parce que clairement ça s'aligne pas, et c'est parmi les moyennes les plus basses. J'ai pas beaucoup de concurrents là-dessus qui sont à peu près au même niveau, à part le Nokia 9 PureView, ainsi que le Pixel 3 et Pixel 3 XL. Avec maintenant son petit Snapdragon 855, on se retrouve donc avec un score qui est tout à fait logique de 3328 points et 10 588 points. Rien de spécifique à dire là-dessus, on va voir surtout le comportement qu'il y a. Je vais pas présenter le Snapdragon 855, on sait que c'est le meilleur à l'heure actuelle du côté d'Android. On a la version Plus qui va être légèrement plus performante, mais qui reste un overclock. Donc en soi, rien à dire de plus, c'est le meilleur, il est dans qu'on attend en termes de points à l'heure actuelle, mais ce qui va être plus important, c'est notamment de voir son score côté Super Throttle, qui est là justement pour montrer le comportement réellement quand il est à pleine puissance, et ce qui fait qu'on se retrouve avec un score qui reste plutôt pas mal, puisqu'il garde 85% de ses performances maximum, sachant qu'il est à 180 Gbps. On est dans la moyenne de ce qu'on peut retrouver en Snapdragon 855, mais on peut aller normalement jusqu'à 200. Donc c'est pas mis au maximum, et on sent qu'il se limite quand même un petit peu plus que la concurrence, 84, là où on est plus en général à 90, donc on est un peu plus limité, et je pense que c'est lié aussi que le smartphone doit être un peu plus limité pour éviter que ça consomme trop là-dessus. Pour la partie GFX Bench, donc on est sur l'Adreno 640 forcément, et donc il tourne en 1080p à peu près, donc quelque chose de classique aussi, on n'est pas sur de la 2K, ce qui fait qu'en termes de performance, on va commencer à 2929, ce qui est un peu plus bas que ce que l'on voit d'habitude, puisqu'en général, c'est plus vers les 3500.
et il va tomber à 2247 au plus bas, ce qui fait que ce n'est pas le smartphone le plus performant en termes justement de performance, puisqu'en général on est plus aux alentours des 2800-3000, ici on descend pas mal, on a l'impression d'être sur un Honor U20 pour le coup, qui est beaucoup moins performant, donc c'est beaucoup plus limité pour peut-être la chauffe aussi, c'est ce qui me semble le plus probable, mais en tout cas il hybride beaucoup plus les performances que la concurrence avec le même processeur. On se retrouve, avant de finir avec la conclusion, sur du Call of Duty mobile, puisque bien évidemment c'est le jeu du moment, et il est très beau, et il est plutôt bien optimisé, mais ça permet de voir les performances en jeu. Bon là pour le coup j'ai un peu plus joué que d'habitude, et ce n'est pas directement vu comme ceci. Le smartphone ne chauffe pas trop, ça c'est une première chose à dire, et donc c'est justement lié aux performances un peu plus limitées. Hop. Et on est sur quelque chose qui est plutôt réactif, que ce soit tactile, etc. Donc j'ai pas de soucis particuliers. J'ai pu jouer dans de très bonnes conditions sur le jeu. Donc pas vraiment grand chose à dire, à part que Call of Duty c'est bien cool. Voilà. Et que même avec une caméra qui vient m'emmerder pour pouvoir jouer correctement, eh bien j'arrive à faire... bien parce que je perds de la vie, alors je devrais pas en perdre, c'est ça qui est génial. Hop, aïe, voilà. Donc ce qui fait que ouais, c'est un peu compliqué quand même de vous le montrer, mais sinon vous pouvez le voir, j'ai pas de soucis, le 21/9 n'apporte pas grand chose en réalité sur l'utilisation. En tout cas, que je joue sur un 21 ou 19/9 ou quoi que ce soit, ça n'a pas forcément, ça n'a pas vraiment servi. On va en buter un au bazooka histoire de finir un petit peu dans de... Bon, raté. Ah ouais, c'est précipité dans la maison. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, je me défends bien. Je galère un peu parce qu'en plus de ça, c'est à bout de bras. Mais ce qui fait que, Call of sur le Xperia, forcément, on est sur un Snapdragon 855, il n'y a rien de spécial. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire, à part, ça chauffe un petit peu à gauche et c'est logique. Donc à gauche du téléphone, c'est logique, mais c'était, en tout cas, j'ai fait quelques parties, j'ai fait quelques longues parties, ça n'a jamais posé problème pendant les parties, ça n'a jamais été désagréable. Alors, que penser de ce Xperia 1 ou Xperia One, comme vous préférez? Est-ce que vraiment Sony est vraiment dans la concurrence? Pour moi, déjà, avec le 21/9, c'est un pari qui est pour moi un pari pour vouloir se démarquer, mais faire du 21/9 pour juste se démarquer, pour moi, ce n'est pas suffisant. L'idée d'avoir le côté cinémascope, pour moi, n'est pas suffisant, il n'est pas immersif, elle n'apporte pas grand-chose à l'expérience utilisateur, et c'est bien là le pire. Au vu de la cible qui est proposée, donc encore une fois le 21/9, donc le cinéma, je vois peu de gens qui vont vraiment se ruer sur un smartphone qui est 21/9 pour profiter de ces films Netflix, etc. en 21/9, en full format. Je trouve ça trop limité, surtout que l'ergonomie s'en trouve au final pas forcément mieux, puisqu'on perd de l'information sur... l'information qu'on va gagner dans la hauteur, c'est celle qu'on a perdue dans la largeur. Donc déjà, on ne gagne pas de ce point de vue-là. De l'autre point de vue, on a un design qui est un peu particulier. J'aime pas le fait qu'il soit aussi long, ça a l'air bête, mais visuellement, je trouve que c'est pas très agréable, et je préfère le beau compromis de ce qui est en 18 et 19/9. Après, bon, c'est personnel, mais visuellement, je trouve que c'est un peu particulier, et les autres personnes à qui j'ai montré ça trouvaient que c'était à peu près la même chose. C'est un peu le même souci, d'ailleurs, si c'était en 16/9 full borderless, ça fait un peu trop pâté, un peu trop bloc. Et là, c'est un peu le cas, c'est trop long, en fait, c'est trop fin. Et déjà, ça, c'est une première chose. Ce qui fait que, voilà, l'expérience utilisateur en 21/9, moi, je n'approuve pas, elle n'apporte rien, et pour moi, même, c'est même plus handicapant, notamment pour la partie notification. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la photo, elle, s'est améliorée par rapport aux anciens Xperia que je connais, mais ça ne reste pas encore à la hauteur, surtout au prix auquel est vendu le smartphone, ça ne reste pas à la hauteur de la concurrence, il ne peut pas encore vraiment se mettre face à la concurrence. D'ailleurs, on n'a rien sur DxO, c'est peut-être que Sony n'avait pas confiance en son smartphone, c'est un peu dommage en soi, ça permettrait d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus objectif sur la photo, sur la partie photo, mais clairement, alors...
de ce que j'en ai vu, j'ai fait des très très belles photos quand même, je vais pas le nier, mais il reste un peu limité, notamment en intérieur, etc., où on va être sous-exposé, où ça va clairement manquer par rapport à ça, et où on manque de dynamique. C'est vraiment deux choses problématiques là-dessus. Mais globalement, on fait des photos qui sont très jolies. J'en ai fait vraiment des jolies et je vous renvoie quand même à l'album. Je l'ai pas dit, mais vous avez toujours l'album qui est présent. Et ce qui permet de voir un peu ce que vaut le smartphone en photo. L'autre gros problème, et qui est lié forcément à sa fiche de sa partie écran, c'est l'autonomie qui est très moyenne. On est sur du 4h30, 5h maximum. C'est pas fou. On est sur une autonomie qui reste limitée. Et ce qui fait que face à la concurrence, encore une fois, la concurrence s'alignait pour montrer une autonomie forte, une autonomie qui permet d'avoir une journée intensive sans pour autant qu'ils rendent l'âme, à part Google qui n'a pas compris que ça c'était peut-être un petit peu important, mais Nokia aussi qui font la même chose. Sony, ce sont aujourd'hui les rares acteurs qui restent planqués avec qui restent fixés sur des bases de, on va mettre une batterie de 3000 mAh. C'est clairement pas suffisant. La concurrence met du 4000, 4500, 3500, 3800 et permet d'avoir une autonomie beaucoup plus décente. Ici, elle n'est pas décente et clairement, elle est dans la partie vraiment basse des hauts de gamme en termes d'autonomie. C'est quelque chose qui serait amélioré. L'expérience utilisateur pour moi du Xperia 1 n'apporte strictement rien et même, encore une fois, je le répète, handicape globalement l'utilisateur. Pour moi, le produit se démarque pas de la concurrence. Enfin, il se démarque, mais juste pour le fuir en fait. Ça a l'air con de dire ça comme ça, c'est un peu dégueulasse, mais le 21/9e n'attire pas. Il n'a pas d'effet waouh, d'effet particulièrement positif sur le quotidien, parce qu'un smartphone, ça reste quand même un smartphone du quotidien, et ce qu'ils nous vendent, c'est pas un truc du quotidien. Et les arguments qu'il y a sont pas extraordinaires, la partie logicielle, elle est correcte, elle a l'expérience Google, mais les petits plus de la part de Sony sont, notamment la détection latérale, par défaut, ne fonctionne pas bien, en tout cas avec moi, j'ai pas trouvé ça bien. Même le lecteur d'empreintes, pour moi, était rempli de... j'ai vraiment galéré au départ, ce qui fait que c'était frustrant, au point où je me suis posé la question de si j'allais mettre juste de rien mettre pour verrouiller, ce qui aurait été plus simple. Clairement, j'ai pas été emballé par ce Xperia 1, personnellement. Mais vraiment pas, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui même me repoussent de ce point de vue-là. Ça reste globalement un bon smartphone, vendu trop cher. C'est comme d'habitude, c'est ça avec Sony, c'est que c'est soit vendu trop cher, soit il y a des manques terribles pour un haut de gamme, et c'est dommage, même si on a quelque chose qui est beaucoup plus lissé, beaucoup plus proche, beaucoup plus compétitif face à la concurrence par rapport à ces dernières années. On avait eu quand même le cas du Z3 à l'époque et le XZ3 qui était plutôt pas mal, celui de l'année dernière, mais celui-ci à 1000 €, c'est trop cher en fait. C'est trop cher, et il y a des choses évidentes qui auraient dû être présentes, qui ne le sont pas, ou qui auraient dû être faites d'une certaine façon et qui ne le sont pas. Ce qui fait que je ne comprends toujours pas comment ça se passe chez Sony, et je ne suis pas le seul, la vidéo de prise en main, à bien montrer que je ne suis pas le seul à penser ça, parce que c'est très particulier la réflexion chez Sony. Ça marche bien au Japon, et même au Japon, ils sont en perte de vitesse. Ils n'ont jamais fait aussi peu de ventes que ces dernières années, après leur pic au moment des Xperia Z. Ils sont en chute libre, c'est un peu dommage aussi, mais c'est dû aussi au fait qu'on ait un renouvellement de smartphone tous les 6 mois, et un renouvellement qui ne sert à rien. On le voit aussi avec OnePlus, où on commence à être vraiment limité en termes de nouveautés. C'était déjà le cas, on a déjà connu ça avec les Sony, et pour autant, avec des changements de stratégie, plus le changement de stratégie se fait, plus il est incompréhensible. Le fait de mettre toute sa gamme de smartphones en 21/9e en sortant l'argument du côté cinéma, du côté 21/9e, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est complètement décalé de la réalité du marché et décalé de ce que veut un utilisateur. Sony pourrait faire des bons smartphones, on les a déjà vus faire des bons smartphones. Sauf qu'ils s'embarquent dans des choses où ils sont en train de parier sur quelque chose qui n'est clairement déjà pas de base rentable. Le 21/9e, pour moi, ça ne sera pas rentable. Et s'il y a quelque chose qui se fait dans le 21/9e, ça ne viendra pas de Sony. Sony devrait se contenter de faire des smartphones simples et efficaces, comme ce que peut faire par exemple Nokia. Ils peuvent faire des smartphones simples et efficaces, mais qui soient bien optimisés. Une partie photo qui soit bien gérée, avec quelque chose de simple, avec une expérience Google plus la partie Sony. Ça peut être simple, mais ce sera beaucoup plus efficace que de devoir se démarquer avec quelque chose qui est plus chiant qu'autre chose au quotidien. Et avec peut-être une bonne autonomie, ça peut être aussi le petit truc cool. Mais ce qui fait que c'est dommage, parce que Sony a du potentiel. Sony semble savoir faire des bons smartphones. Mais ils s'engagent dans une stratégie qui, pour moi, ne feront
que Sony sera toujours quelqu'un qui sait faire des smartphones, mais des smartphones qui sont totalement en décalage par rapport à la réalité du marché et par rapport à une concurrence extrêmement féroce. Ils ne font pas le poids et ça se voit. C'est encore dommage là-dessus. Voilà, le 21e et encore plus un écran 4K sur un smartphone, c'est bien en termes de vitrine technologique, c'est pas bien quand on fait ton seul flagship pour l'année. Voilà un petit peu. Sachant que l'Xperia 5 n'apporte pas vraiment grand-chose, c'est compliqué de justifier l'achat de ce smartphone, c'est compliqué d'en avoir un intérêt, il y en a qui ça plaise, mais clairement moi ça m'a pas plu personnellement, ça reste un bon smartphone, mais qui fait pas le poids. Sur ce, merci à tous, merci à vous, merci au Café du Geek qui me permet de retoucher un Sony qui malheureusement, voilà, je me suis expliqué là-dessus. Et ce qui fait que, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, vous avez ma page Tipeee pour regarder des pubs ou faire un don. C'est toujours bon à prendre, on va dire, et ça fait toujours plaisir, surtout si vous faites par PayPal pour avoir des produits audio, sachant que d'ailleurs j'ai les Sony True Wireless qui arrivent en test, et sinon vous avez aussi Utip aussi pour la partie pub, et il faudra que je me mette vraiment à faire les t-shirts à un moment donné, si ça vous intéresse, d'ailleurs n'hésitez pas, si vous en êtes là de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir des t-shirts technoïdes, et il faudra que je me penche vraiment dessus, j'ai pas pris le temps encore de le faire, mais il faut vraiment que je le fasse. Sur ce, merci à tous, merci à tous ceux qui me soutiennent, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.